Donc, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle l'event loop en JavaScript. Ou sinon, comme si vous vous souvenez sur les entretiens d'embauche, la réponse à la question, celle-là que vous êtes tous posée, pourquoi quand je fais un set timeout de console log de world avec 0 millisecondes par exemple, et après un console log de hello, pourquoi c'est le hello qui est affiché avant le world, alors que pourtant j'ai mis 0 millisecondes. On pourrait se dire que ça se passe immédiatement. C'est l'explication de ce comportement-là, mais c'est aussi l'explication de beaucoup de comportements en JavaScript. Tout se base sur l'event loop. En fait, tout est lié. Du coup, il va falloir que je vous explique les choses en 3 étapes. La première, on va essayer de démystifier un petit peu ce qu'on appelle ECMAScript, V8 ou V8. C'est quoi la différence entre V8 et Chrome et Node.js? Qu'est-ce qu'on appelle les API W3C? Parce que pour l'instant, c'est un peu fouillis, mais en fait, il y a une norme et une structure bien claire entre tout ça. Ensuite, on va voir un peu plus en détail ce qu'on appelle la stack. C'est quoi une stack et à quoi ça sert? Parce qu'en fait, c'est indispensable de savoir ce que c'est la stack pour maîtriser l'event loop. Et du coup, en dernier, une fois qu'on a maîtrisé la stack, on verra ce que c'est que l'event loop. Alors, du coup, c'est quoi ECMAScript, V8, tout le bordel, machin, tout ça? L'ECMAScript, c'est un standard qui est édité et maintenu à jour par, je sais plus, l'ECMAScript Consortium, quelque chose comme ça. Mais c'est le standard d'un langage de scripting. Il s'avère que JavaScript utilise ce standard-là, mais en fait c'est le standard du langage. C'est-à-dire que dans ECMAScript, on va trouver les structures de base du langage, hein, le if, le while, le switch, tout ce que vous connaissez, etc. On va retrouver les mots-clés, le var, le let, le yield. On retrouve le mot-clé function, prototype, les arrow functions. On retrouve toute la mécanique de gestion des scopes, la gestion de la mémoire, le garbage collector. Et encore, je suis même pas sûr que le garbage collector soit spécifié dans ECMAScript, j'ai un petit doute là-dessus. Et on retrouve aussi la définition des objets racines du langage. Ce que j'appelle les objets racines, il y en a un, c'est simple, hein, c'est le plus bas, c'est l'objet object. Il y a l'objet array qu'on manipule tout le temps. L'objet function, parce qu'en fait, toutes les fonctions sont un objet de type function. Ceux-là, ils sont très classiques, vous les connaissez. Il y en a d'autres, promise, c'est un objet. Et il y en a d'autres qui sont moins connus. Il y a les array, buffer avec les data view, etc. Et en gros, voilà, c'est tout ce qui définit le langage. Et juste le langage. Sa syntaxe, ses règles de gestion de scope, ses règles de gestion de mémoire, et les objets de base du langage. Donc ça, c'est défini par l'ECMAScript. Et c'est là où on a nos fameuses versions ES5, ES6, ES7 ou ES 2015, ES 2017, il y en a qui s'éclatent. Par exemple, les arrow functions de mémoire, ça a été rajouté en ES6. Et puis en ES7, ils ont même rajouté d'autres trucs supplémentaires. Et donc en fait, tout ce standard-là est implémenté par le moteur V8. Donc V8, il est capable de prendre un fichier texte qui utilise tout ce qui est mis dans le standard ECMAScript et de l'interpréter. De l'autre côté, par opposition, on va avoir ce qu'on appelle les API. Je mets W3C entre parenthèses parce qu'il n'y a pas que eux. Mais en gros, la plupart des API sont standardisées par le W3C. Et en fait, dans les API, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout ce qui va permettre la manipulation du DOM. On va retrouver le fameux objet que vous connaissez qui s'appelle XHR qui permet de faire des requêtes Ajax. On va retrouver des nouvelles API du HTML5. On va retrouver Canvas. On va retrouver WebRTC. On va retrouver, il y en a une quantité phénoménale. J'en sais rien, vous n'avez pas des exemples en tête? On va retrouver Local Storage.
On va retrouver médias. On va retrouver ce qui permet d'accéder au GPS. Je ne me souviens plus le nom de cette API. Mais en gros, tout ce qu'on appelle les nouveautés du HTML5, en fait, c'est des API. Et ces API sont standardisées par le W3C. Et pourquoi je l'ai mis entre parenthèses? Parce qu'il peut y avoir d'autres standards. Par exemple, dans Node.js, à chaque fois que vous faites un require d'un module, il y a plein de modules standards dans Node.js. Par exemple, il y a le module FS, il y a le module crypto, il y a le module HTTP, il y a le module... c'est pareil, il y en a plein. Tiens, j'ai oublié là, un objet de base, il y a l'objet date, qui est très utilisé. Tous les modules qu'on require dans Node.js, c'est un peu l'équivalent des API W3C. Mais ce qu'il est bien important de comprendre, là dans le DOM, par exemple, c'est l'objet document, et c'est tout ce qui vient avec. Au quotidien, vous manipulez document.createElement ou document.querySelector. Donc toutes ces API, qu'elles proviennent du W3C pour les API web ou qu'elles proviennent de Node.js pour les API plutôt côté serveur, ne font absolument pas partie de l'ECMAScript. Et d'ailleurs, V8, le moteur d'interprétation du langage, il ne connaît pas tout ça. Tout ça, il ne le connaît absolument pas. Et parmi ces API, justement, il y a la fameuse fonction setTimeout, qu'on retrouve des deux côtés. Donc en fait, dans le W3C définit ses API, mais lui, il a le travail facile, c'est-à-dire, enfin facile entre guillemets, il se contente de réfléchir, d'écrire un papier en disant, bon bah voilà, ça serait bien qu'on ait telle API, il va y avoir telle fonction qui doit faire telle chose avec tel paramètre, mais il s'arrête là. C'est vraiment de la standardisation. Et en fait, une fois qu'elles ont été standardisées, ces API, elles vont être implémentées par les navigateurs web, typiquement Chrome, IE, Firefox, Edge et compagnie. Et donc en fait, le JavaScript, on va prendre l'exemple de Chrome, ça va être le plus simple. Quand on fait du JavaScript dans Chrome, en interne, Chrome embarque le moteur V8 pour interpréter le langage, la structure du langage, les variables, etc. Mais par contre, quand à l'intérieur de notre fichier JavaScript, on fait une requête AJAX, par exemple, quand on décide d'appeler l'objet XHR, en fait, tout le code qui permet de faire la requête HTTP, etc., n'est pas à l'intérieur de V8. C'est Chrome qui a implémenté l'API XHR. Et en fait, c'est dans le code source de Chrome qu'on trouve de quoi faire des appels HTTP en AJAX. Et il a juste injecté à l'intérieur de V8, il a juste injecté des fonctions que V8 pouvait se permettre d'appeler. Et le point important, c'est que voilà, quand V8 voit un appel à XHR, en fait, ça va sortir de V8 pour rentrer dans le code source de Chrome. Et, point très important, ça va être la même chose pour setTimeout. La fonction setTimeout, elle n'est pas dans le code source de V8. Elle est dans le code source de Chrome. Et donc quand on décide de faire appel à la fonction setTimeout dans notre code source, on va sortir de V8 et on va rentrer dans le code source de Chrome. Et en fait, c'est au niveau de Chrome qu'il y a un timer qui va être déclenché, etc. Je rentrerai plus en détail sur cet exemple en particulier. Le plus important à retenir, c'est cette séparation entre l'ECMAScript, qui est juste la syntaxe et la structure de base du langage d'un côté, et les API de l'autre, qui sont les API web qu'on connaît, ou les API plutôt côté serveur. Et en fait, c'est juste qu'en JavaScript, on peut appeler ces fonctions-là, mais en fait, on sort de l'interpréteur JavaScript. C'est pas le même code source. On passe d'un monde à l'autre. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ou pas? Moi, c'est V8 que j'ai du mal à comprendre, en fait. Et lui, il va implémenter, donc, l'ECMAScript. C'est ça. C'est-à-dire que V8, c'est lui qui va parser ton code source. Donc, en fait, tu lui donnes un fichier texte où tu as écrit var toto égale 1, if toto égale 1, alors ça, c'est là où tu as écrit ton code source. Okay. V8, il est en charge de prendre ce fichier texte, de le lire, de le parser pour comprendre ce que tu es en train de faire,
de l'interpréter. Donc, par exemple, quand tu déclares la variable Toto, c'est V8 qui va garder en mémoire la variable Toto, puis qui va lui assigner la valeur 1. Et puis, s'il y a une condition, c'est V8 qui va vérifier cette condition, rentrer dedans ou pas. Et à un moment, en fait, on peut, à l'intérieur de V8, en fait, quand on utilise V8, on peut lui injecter des fonctions extérieures, en fait, qui ne sont pas dans le standard. C'est-à-dire qu'en dehors de tous les objets du standard ECMAScript, l'exemple le plus simple, c'est setTimeout. setTimeout ne fait pas partie du standard. On peut dire à V8, il y a une nouvelle fonction qui provient de l'extérieur. Quand la personne elle appelle une fonction qui a tel nom, et ben en fait ça correspond à telle fonction dans mon code C++, par exemple. Et donc V8 va être capable, quand il va parser, il va voir, tiens, il y a un appel à la fonction setTimeout. setTimeout, je la connais, je sais que ça correspond à telle fonction côté C++. Et donc il va transmettre l'appel côté C++. Mais V8 peut parfaitement fonctionner sans aucune API, c'est juste qu'on ne peut utiliser que le standard ECMAScript. Et en fait, avec le standard ECMAScript, on n'a aucune interaction avec le monde extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je veux lire des fichiers, faire des appels, manipuler du HTML, écrire quelque chose, etc., ça passe toujours à travers les API. Sans API, le JavaScript n'est pas très passionnant parce qu'en fait, il ne peut rien lire, il ne peut rien écrire, il ne peut rien manipuler. Et du coup, tous les navigateurs Internet, ils ont toutes ces API-là? Alors, pas toutes. En fait, le W3C, on a défini un certain nombre, mais les navigateurs implémentent celles qu'ils veulent. Après, pour qu'un navigateur soit bien utilisé, en général, il se dépêche de les implémenter le plus rapidement possible, de toutes les avoir. Et il y a plein de sites qui nous permettent de savoir quelle API Canal Use, parmi les plus simples. Il va nous dire, tiens, l'API Local Storage, elle est implémentée dans tel navigateur, telle version, tel navigateur, telle version, tel navigateur, telle version. Il se dépêche en fait d'implémenter les API au fur et à mesure qu'elles sont standardisées par le W3C. Et ils travaillent, en fait, les équipes de Chrome, les équipes de Edge, les équipes proposent des choses au W3C, ils échangent entre eux, mais c'est lui qui fait le standard final. Node.js, c'est un petit peu différent, parce que quand Node.js sont arrivés, il n'y avait pas plein de monde, plein de navigateurs. C'est les tout premiers qui se sont dit, tiens, on va utiliser du JavaScript, mais côté serveur. Et donc du coup, côté serveur, en plus de juste le langage, un exemple plus bête, ça serait bien qu'on puisse lire et écrire dans des fichiers. Donc, hop, on va lui fournir une API File System qui va permettre de lire des fichiers, écrire des fichiers, créer des dossiers, se balader dedans. Puis ça serait quand même pratique qu'on puisse faire des requêtes HTTP, même côté serveur. Donc ils ont fourni l'API HTTP. Crypto, c'est dès qu'on veut faire de la cryptographie, des hashes, des SHA-512, n'importe quoi. Des trucs de base. setTimeout, il y a un autre exemple typique, console par exemple. L'objet console avec console.log, console.error, etc. qui nous permet d'afficher des choses sur la sortie. C'est une API, ça ne fait pas partie du langage JavaScript. Je pensais que c'était JavaScript. Non. Et les API, on peut les utiliser avec n'importe quoi ou c'est forcément implémenté dans un... Enfin, elles sont faites pour être implémentées dans un navigateur utilisé par JavaScript? En fait, il faut que quelqu'un les implémente pour que tu puisses les... Oui, mais par exemple, si admettons, je sais pas, je fais un moteur en C et puis je vais faire appel à ces API. C'est pas faire... Comme tu dis, faire appel à ces API, c'est-à-dire... Utiliser, je sais pas, par exemple l'API Local Storage ou un truc comme ça. Ouais. Mais en fait, l'API Local Storage, elle est standardisée par le W3C, mais le W3C, c'est vraiment un standard, donc c'est juste la liste des méthodes, des signatures et ce que ça doit faire. Et c'est à toi de développer les fonctions qui vont respecter ce qu'a standardisé le W3C. Okay. C'est ce que fait Chrome ou n'importe quel navigateur. Le W3C a dit, voilà l'API Local Storage qui permet aux développeurs de stocker des choses en local, en mémoire, dans le navigateur. Voici comment elle doit marcher. Démerdez-vous pour fournir les fonctions correspondantes. Et du coup, c'est eux qui font le code derrière. Et en fait, le problème, c'est qu'avant, vous avez de la chance, vous êtes plutôt jeune, vous connaissez la version clean. Avant que le W3C standardise tout ça, chaque navigateur faisait un peu les trucs comme il voulait à sa sauce dans son coin. Donc, il y en a un qui se disait, tiens, je vais faire un espèce de truc de stockage local, et encore, ça n'existait pas à l'époque.
je vais le faire à peu près de telle manière avec ton nom de fonction et ça se comportera comme ça. Et un autre navigateur faisait les trucs à sa sauce. Et un troisième navigateur, c'était un merdier sans nom. Là, aujourd'hui, maintenant, ils ont arrêté, ils se sont enfin décidés à faire les choses correctement et sérieusement. Donc, il n'y a qu'une seule entité qui définit les standards. Et les navigateurs s'arrangent pour respecter le standard le plus possible dans leur implémentation. Mais du coup, toi, par exemple, tu peux parfaitement te dire, je vais faire un programme qui sera capable d'interpréter du JavaScript. Donc, je vais embarquer le moteur V8 pour la partie interprétation du JavaScript, parce que ça sert à rien de la recoder moi-même. Et je vais fournir une API que j'invente dans ma tête. Donc tu vas dire, par exemple, j'en sais rien, je vais fournir l'API chouchou, et dedans il y aura la méthode faire siffler le train, faire avancer le train, faire reculer le train. Et tu vas injecter ces trois fonctions-là dans V8, et du coup, le code source interprété par V8 pourra faire appel à ces trois fonctions. Ok. Et toi, l'implémentation, tu l'auras fait en C, en C++, en ce que tu veux. En général, c'est en C++. V8 est codé en C++, et la plupart des gens qui développent le programme qui embarquent V8 sont aussi codés en C++ ou en C. C'est tout bon? Et du coup, tous les IDE, ils ont V8 qui est implémenté ou pas? Alors, non, la plupart, parce que quand tu dis tous les IDE, ils ont V8 qui est Ouais, implémenté. c'est-à-dire que toi, du coup, tu écris ton code et enfin, du coup, tu choisis de faire du JavaScript, du coup, tu vas utiliser ECMAScript. Et du coup, pour lire et parser le code que tu viens d'écrire, V8 il doit bien être implémenté quelque part sur ton ordinateur. Et Alors, du coup, est-ce que ton c'est- IDE, en fait, si on enlève l'autocomplétion, etc., Mhm. on va dire, du coup, si c'est pas un IDE, si c'est plutôt un simple éditeur de texte, il n'a pas Il a besoin de pas- V8. Tu es en train d'écrire du texte dans un fichier, il ne cherche pas à savoir. C'est vrai qu'un IDE, type Visual Studio Code, etc., il a beaucoup plus d'intelligence. Il va être capable de détecter quand tu as fait une erreur de frappe, ou alors détecter que ça c'est le nom d'une variable ou d'une fonction pour te proposer de l'autocomplétion plus loin. Ils n'ont pas V8. On va prendre l'exemple de Visual Studio Code. En fait, Visual Studio Code, il a Node.js. Et Node.js embarque V8 en interne. Mais du coup, Visual Studio Code utilise Node.js pour parser et interpréter les fichiers JavaScript, en extraire des informations. Et c'est encore un petit peu différent parce que ton IDE, il n'exécute pas ton code JavaScript. En fait, il va parser ton code JavaScript. Il s'arrête juste à l'étape du parsage pour récupérer les symboles, récupérer les noms des variables, récupérer les erreurs de syntaxe. Il ne fait pas l'exécution. Voilà, il s'arrête juste à l'étape du parsage pour récupérer toutes les informations concernant ton fichier. Ok. Mais du coup, vu qu'ils se sont déjà fait chier à faire tout le moteur de parsing dans V8, les gens ne s'emmerdent pas à réimplémenter eux-mêmes. En fait, V8 te permet de parser un fichier et de récupérer ce qu'on appelle des tokens. Donc il a tout découpé et il te dit, tiens, là il y a une condition, là il y a une fonction, là il y a une variable. Il fait tout ce travail pour toi. Ok. On pourra faire, il y aura un autre cours là-dessus, mais dans les interpréteurs et ou compilateurs, en fait, il y a plusieurs étapes. Et il y a une étape qui s'appelle la tokenisation, qui vise à découper les choses et à identifier à quoi correspond chaque chose. Mais ça sera pour une autre fois. Ok. Donc ça, c'est bon? Ok. Donc, maintenant, on va voir ce que c'est que la stack. Ce que je vais vous expliquer pour la stack est valable pour n'importe quel langage de programmation et pour n'importe quel programme que vous exécutez. Donc à quoi ça sert? Tac. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous exécutez un programme, que ça soit avec du code machine directement par le CPU, ou alors quand votre programme est interprété en PHP, en JavaScript, en Python, enfin quand il y a un interpréteur, dans tous les cas, votre programme il utilise de la mémoire. Il a besoin de mémoire pour stocker les variables, etc. Il y a une partie de cette mémoire qui est dédiée à ce qu'on appelle la stack. Donc la stack, elle est dans la RAM qui est utilisée par votre programme. La stack, elle sert à garder la trace de tous les appels de fonctions dans lesquels vous êtes rentré, imbriqué. On va prendre un exemple tout bête. On va l'écrire en C pour simplifier. Ouais, non, on est en JavaScript, on peut rester en JavaScript. Je vais volontairement inventer
fonction main. Je vais faire ma fonction main, elle va faire appel à ma fonction, on s'en fout, loop, en lui passant un paramètre 42 par exemple. Et puis après, elle fait un console.log de fini. Ma fonction loop elle ne fait rien de très intéressant. Voilà, et donc j'appelle à la fin de mon fichier, je fais appel à ma fonction main. On va dérouler un petit peu ce qui se passe quand je fais ça. Donc, le code source est parsé, on a déclaré deux fonctions, il n'y a pas de souci, et donc on arrive ici, on fait appel à la fonction main. Donc, dans notre processus d'exécution, on était à ce point-là, ici, et vu que je fais appel à la fonction main, entre guillemets, je vais me retrouver à ce point-là. Il y a une espèce, je mets d'énormes guillemets, il y a une espèce de téléportation dans le code. Le problème, c'est que je fais ça, et puis je suis arrivé au bout de la fonction. Vu que je suis arrivé au bout de la fonction, comment je sais comment je reviens en arrière? J'étais parti d'ici, je me suis téléporté là. Quand je suis arrivé au bout, il va falloir que je ressorte à cet endroit-là pour que je puisse continuer s'il y a des choses après. Et le problème, c'est que là, j'ai appelé ma fonction main ici, mais je peux appeler ma fonction main à plein d'endroits différents de mon programme. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au bout de ma fonction main et qu'il faut que je ressorte, il va falloir que je ressorte à un endroit de mon programme à un moment, puis il va falloir que je ressorte à un autre endroit de mon programme à un autre moment. En fait, je vais faire plein de sauts à différents endroits de mon code source, en fonction de où j'appelle mes fonctions. La stack, un de ses rôles, c'est de justement garder la trace de comment je suis arrivé dans cette fonction, et du coup, quand je veux ressortir de cette fonction, à quel endroit il faut que je retourne. Ça permet, c'est un petit peu comme le petit poussé qui met ses petits galets, pour qu'il sache comment ils reviennent en arrière. Donc justement, si on fait un exemple. J'arrive ici, hop, imaginons, ici c'est l'adresse, on invente n'importe quoi, l'adresse 42. Je suis à l'adresse 42, je rentre dans la fonction main. Donc dans la stack, il y a des choses qui vont s'empiler, qui vont dire je suis rentré dans la fonction main, et donc l'adresse qui vient juste après, c'est l'adresse 43, c'est très simplifié. Et je suis rentré dans la fonction main, et donc mon adresse de retour, ça sera 43. Voilà, c'est ce qui se passe au moment où j'exécute ça. Je rentre dans la fonction main et mon adresse de retour pour plus tard, ça sera 43. Donc voilà, ça c'est noté sur la stack, c'est empilé. Donc maintenant, il a sauté, il en est ici en termes d'exécution. Il est rentré à l'intérieur de la fonction. Imaginons qu'ici, on est plus proche du début de notre programme. Donc ici, c'est l'adresse numéro 3. Et donc juste après la fonction loop, c'est l'adresse numéro 4, par exemple. Donc là, j'en suis à l'intérieur de la fonction main. Et là, je fais appel à la fonction loop, par exemple. Donc vu qu'il y a un appel de fonction, il va pareil mettre une nouvelle entrée sur la stack. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je suis rentré à l'intérieur de la fonction loop. Hop. Alors, je vais effacer juste mes petites flèches. Les petites flèches, c'est là où j'en suis. Donc pour l'instant, il en est ici.
il rentre à l'intérieur de la fonction loop et il est en train de noter mon adresse de retour pour après, ça sera 4. Donc il enregistre sur la stack return 4. Voilà, ça fait une entrée supplémentaire. Donc là, il est rentré à l'intérieur de la fonction loop. Donc il est ici. Ici, bah, il n'y a strictement rien à exécuter, hein. Cette fonction ne sert à rien. Donc il arrive tout au bout de la fonction. Vu qu'il est arrivé au bout de la fonction, il va falloir qu'il ressorte, qu'il revienne en arrière. Grâce à la stack, il va savoir où est-ce qu'il doit retourner en arrière. Parce que du coup, il va dépiler l'élément le plus bas du tableau. Et donc l'élément le plus bas du tableau lui dit « Ah bah tiens, il faut que tu retournes à l'adresse 4. » Donc du coup, ma petite flèche hop, d'exécution, elle revient ici. Et vu qu'on est sorti de la fonction, sur la stack, il va effacer cette entrée ici. Quand on rentre dans une fonction, il ajoute un élément sur la stack. Quand on sort d'une fonction, il enlève un élément sur la stack. Donc là, pareil, ici j'ai l'adresse 5. Là, on fait appel à console.log de fini. Ça reste un appel de fonction. Donc là, il dit, je suis rentré dans la fonction log. Et mon adresse de retour, hop, c'est le point juste après, c'est 5. Donc il met ça sur la stack. Console log, donc ça c'est une API, il va dans le code C++, il fait ce qu'il a à faire, ça affiche le truc en sortie, il ressort de console log. Pour savoir où est-ce qu'il doit retourner, hop, il regarde sur le dernier élément de la stack, ça lui dit il faut retourner à l'adresse 5. Et donc, il retourne ici juste après. Et il enlève cet élément. Et donc maintenant, il est arrivé à la fin de la fonction main. On est à la fin de la fonction main. Donc quand on est à la fin d'une fonction, il regarde sur la stack, où est-ce que je dois retourner? Là, on lui dit, ah bah maintenant, il faut que tu retournes à l'adresse 43. Donc hop, il va bouger d'ici, et il va revenir ici. C'est là d'où on venait à la base, juste après notre appel de fonction. Et donc, vu que on est ressorti de la fonction, il enlève un élément de la stack. Et donc là, on est arrivé au bout du programme. Donc bah, il s'arrête, il n'a plus rien à faire. L'explication que je vous ai faite de la stack, c'est une explication partielle. C'est la seule qui est nécessaire pour vous parler du truc d'aujourd'hui, mais il faudra qu'on fasse une explication plus complète, parce que sur la stack, il y a beaucoup plus de choses que juste l'adresse de retour. Là, je vous ai parlé que de l'adresse de retour, il y a beaucoup plus de choses, mais on n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est clair, du coup, pour tout le monde? Donc du coup, dans la stack, voilà, j'ai mes appels de fonction qui rentrent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que je ressors d'une fonction, j'enlève un élément de la stack. Et au bout d'un moment, ma stack, elle est vide. Quand ma stack, elle est vide, bah, c'est que je ne suis plus à l'intérieur d'aucune fonction. Et donc, c'est que je suis arrivé à la fin de mon programme, il s'arrête. Là, j'ai écrit une fonction main moi-même explicitement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en JavaScript, en fait, on n'écrit pas la fonction main nous-mêmes. Elle est implicite, c'est-à-dire que quand on écrit un fichier JavaScript, on peut commencer à écrire et déclarer des variables dès le début, tout en haut de notre fichier. Je vais vous donner l'exemple. Si je fais un fichier JavaScript extrêmement simple, hop, où je fais var toto égale 1, console log de Toto. Ça marche parfaitement, je peux le donner. Et là, il n'y a aucune fonction en fait. La fonction main, elle est implicite. Elle est faite automatiquement pour nous. Hop, je vais la dessiner dans une autre couleur. Elle est faite voilà, de manière cachée pour nous et elle est appelée de manière cachée pour nous. Il y a toujours un point d'entrée sur la stack. Donc en fait, là, mon point d'entrée, c'est la fonction main ici. Et donc, il y a l'adresse de retour. Et donc, quand je vais exécuter ça, je vais arriver à la fin de ma fonction main cachée. Donc, ça va enlever ça. Et quand ma stack est vide,
en temps normal, je suis arrivé à la fin d'un programme, ça veut dire que le programme s'arrête. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du C ou du C++, la fonction main, vous l'écrivez vous-même de manière explicite. Et en fait, ce nom main, il est bien spécifique, c'est ce qui indique au compilateur que c'est la fonction d'entrée, c'est la première qui doit démarrer. Est-ce qu'au niveau de la stack, c'est clair ou pas pour tout le monde? Ouais. Ouais? Oui. Ok. Et du coup, sur chaque fichier, en fait, enfin, chaque fichier que toi, tu vas coder, il y aura forcément une fonction main qui sera implicite. Alors, Et il faut faire un piège. C'est vrai que dans les projets JavaScript qu'on fait aujourd'hui, ouais. il y a plein de fichiers qui sont découpés. La fonction main n'est pas mise autour de chaque fichier. C'est pas exactement ça. En fait, c'est pas qu'il y a une fonction qui est mise autour du fichier, mais en gros, le premier fichier que tu donnes en point d'entrée à ton programme Node.js, en fait, il va considérer que le contenu de ce premier fichier, c'est l'équivalent du contenu d'une fonction main. Mais c'est seulement celui que tu donnes en point d'entrée. Si à l'intérieur tu fais des require ou autre, après c'est des fichiers annexes, c'est annexe. C'est juste sur le premier fichier que tu donnes en point d'entrée. Ok. Tu vas considérer ça comme étant la fonction main. Ok. Non, il n'y a qu'une seule fonction main par programme, de toute façon. En C ou en C++, c'est beaucoup plus clair parce qu'il faut l'écrire nous-mêmes. En C++ ou en C, si on met juste... Alors, évidemment, on n'écrit pas var et machin. On peut déclarer des variables, mais si on met des instructions, elles seront parfaitement ignorées en fait. S'il n'y a pas de fonction main, ton programme ne fait strictement rien. Ouais. C'est juste qu'il nous a simplifié la vie en JavaScript, c'est pas la peine de l'écrire pour nous-mêmes. Hop. Et donc maintenant, on va pouvoir... En fait, l'event loop, c'est la combinaison des deux choses qu'on a vues avant. Il faut savoir ce qui se passe dans la stack, il faut savoir ce que sont les API, et le fait que les API sont en dehors du JavaScript, c'est pas dans V8, les API c'est codé ailleurs. Et ces deux trucs-là sont combinés avec ce qu'on appelle l'event loop. En fait, comment ça se passe? Alors, il va falloir que j'écrive beaucoup moins gros si on veut avoir de la place. On va le faire différemment. Je vais avoir dans V8 ici et puis dans Chrome ici. Donc là, je vais avoir un code JavaScript, et bah celui-là, tout simplement. Celui qu'on a vu là-haut. Là, c'est une virgule, 0 millisecondes. Et console.log de hello. Ok. Et je vais remettre dans une autre couleur. La fonction main. Mais elle est implicite, hein. Il faut bien s'en souvenir. Donc, là, c'est du code JavaScript qu'on a de ce côté-là. Alors ça, c'est notre code JavaScript qui est interprété par V8. Et dans Chrome, codé en C++, ouais, en partie, principalement, ils ont codé l'implémentation de toutes les API du W3C. Et
et aussi des API extrêmement simples que sont console log, console, l'objet console avec toutes les méthodes, et on va ignorer console, on va se concentrer juste pour set timeout pour l'exemple. Donc je ne sais plus exactement comment c'est prototypé, mais en gros voilà, j'ai une fonction qui me retourne un integer qui s'appelle setTimeout, qui prend une fonction de callback. Je vais me faire arracher la tête parce que je suis tellement rouillé. Ce n'est pas la bonne syntaxe, mais en gros, on va dire que ça a à peu près cette signature-là, et qui prend un autre integer qui est le nombre de millisecondes. Et en gros, on a à l'intérieur, là, j'ai le code C++ qui est l'implémentation de cette fonction. Et donc, Chrome injecte à l'intérieur de V8 en lui disant, voilà, il y a une fonction setTimeout qui existe. Quand l'utilisateur dans son code source appelle cette fonction, viens appeler celle-là chez moi, ça correspond à ça chez moi. Et donc, on a notre stack. Ça, on connaît. Et on a un nouveau truc qui est l'event queue. Hop. Et là, on va avoir notre fameuse event loop. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Vous vous souvenez, on a dit que les petites flèches, c'est là où il y avait quelque chose qui s'exécute. On va faire très simple, je vais les dessiner en rouge pour l'instant. Il y a un autre truc très important que j'ai zappé, c'est dommage. Est-ce que vous voyez à peu près tous ce que c'est qu'un thread? Pour moi, c'est un commentaire. Ah, alors, pas un thread sur un forum. C'est une tâche Un fil d'exécution. Ok. Le truc extrêmement important à retenir, c'est que dans V8, donc dans l'interprétation de votre JavaScript, il y a un seul et unique thread. On fait abstraction des workers, des machins, des trucs, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans un cas standard, dans V8, il y a un seul thread. Ça veut dire que ma petite flèche là qui se balade un peu partout dans le code source, il n'y en a qu'une seule. Et donc qu'à tout moment, il n'y a qu'une seule instruction de votre code source qui est exécutée en parallèle. Il n'y en a pas deux, pas trois. Il y a toujours qu'une seule petite flèche qui se balade. Ça, c'est côté V8. Par contre, côté Chrome, avec leur code source en C++, côté Chrome, il y en a plein des threads qui font plein de trucs en même temps. On a une palanquée, mais ça, on ne le voit pas quand nous on code en JavaScript. Même si on va voir pourquoi c'est important cette notion. Donc là, dans le code source C++ de Chrome, il y a des millions de lignes de code C++ dans Chrome. Je vais pouvoir avoir plein de petites flèches en même temps qui se baladent à différents endroits du code source pour exécuter différentes choses en parallèle. Par contre, en JavaScript, il n'y en a toujours qu'une seule. Donc du coup, on a notre fonction main qui est appelée implicitement, donc on rentre à l'intérieur de notre fonction main ici. On est rentré à l'intérieur de notre fonction main, donc sur notre stack, on a la fonction main qui est ajoutée. Ensuite, du coup, ma petite flèche côté JavaScript, alors je vais la mettre en face des instructions, ça sera mieux. Donc là, c'est un appel à la fonction setTimeout. SetTimeout n'est pas à l'intérieur de V8, mais Chrome a dit, tiens, cette fonction-là, ça correspond à tel truc de mon côté. Donc d'ailleurs, je vais les faire d'une autre couleur. Dans le monde C++, côté C++, on va rentrer à l'intérieur de la fonction setTimeout.
ici. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est dans un des threads de Chrome, c'est pas dans le thread JavaScript. Vu que c'est pas le thread JavaScript, ça c'est d'autres stacks, c'est le monde C++, donc c'est une autre stack, c'est un autre machin. Ce que j'ai dessiné ici ne correspond que à notre seul thread JavaScript. J'ai l'impression de... c'est juste cette dernière phrase-là. Voilà, bah en gros, on ignore tout ce qui se passe ici. Voilà, c'est pas important, ça c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui s'y passe. La seule chose qu'on sait, ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'est pas côté V8. On a basculé dans un autre monde. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une boîte noire, mais il y a ce côté, on a basculé ailleurs. Et dans cet autre monde, en fait, là quand je rentre côté C++ dans cette timeout, bah, c'est tout le but de cette timeout justement. Donc là, il va déclencher, hop, je vais dessiner un magnifique sablier. Là, il y a notre petit truc qui va compter le temps. Et bah, quand il aura fini de compter le temps, il va falloir déclencher la fonction de callback. Sauf que là, comment ça se passe en fait, avant de prendre le cas particulier? Côté C++, quand il a fini de compter le temps et qu'il veut déclencher le callback. Le problème, c'est que le callback, on revient dans le monde JavaScript. Sauf que mon curseur d'exécution, il peut être n'importe où dans mon code source à ce moment-là. Si là, j'avais mis un long timeout, j'aurais continué à me balader, je serais parti complètement ailleurs. Et lui, là, ce qu'il cherche à faire, c'est à revenir à ce point-là précisément. Et c'est là qu'intervient l'event queue et l'event loop, justement. On ne peut pas se permettre de dire à V8, de manière complètement arbitraire et complètement sauvage, pouf, il faut que tu ailles à cet endroit-là. Parce que lui, il était en train de faire autre chose ailleurs, on ne peut pas l'interrompre. Donc en fait, ce qui se passe, imaginons que ici, j'invente n'importe quoi, c'est l'adresse 13. Il va mettre sur l'event queue une case où il va dire il faut aller à l'event 13. À l'adresse, à l'adresse 13. Donc ça, c'est le code C++ qui fait ça. En fait, le code C++, la seule chose qu'il peut faire, c'est ajouter des cases, des événements sur l'event queue. Ok, du coup, l'event queue, elle est vraiment que côté navigateur. Alors, non, c'est un des éléments de V8, Ouais. mais en fait, c'est le seul truc que le monde extérieur peut manipuler. Ok. Le monde extérieur, il peut faire deux choses. Il peut injecter à l'intérieur de V8 des fonctions et il peut stacker des éléments sur l'event queue. Voilà. Donc, V8 peut appeler des fonctions qui ont été injectées par le monde extérieur et en retour, le monde extérieur peut ajouter des événements sur l'event queue. Ça passe? Ok. Donc du coup, en fait, quand mon petit sablier, là, quand mon petit timer, il a fini de couler, parce que bah, là, le set timeout, côté C++, il y a mon petit truc qui compte le temps. Quand il a fini de compter le temps, là, quand il y a l'alarme qui sonne, il fait ça. La fonction de callback, là, qui devait être appelée, il dit, ok, sur l'event queue, il faudra aller à l'adresse 13. Et ça s'arrête là, c'est la seule chose qu'il est capable de faire. Et je vais vous montrer comment on passe à un moment de là à là, justement. Donc, V8, lui, côté JavaScript, il continue à faire sa petite vie, hein, comme si de rien n'était. Donc, on a fini notre set timeout. Alors, quand je dis qu'on a fini, on est côté JavaScript, on a fini l'appel à set timeout. Voilà, là, je vais volontairement mettre un temps très très long dans mon premier exemple. Donc hop, pendant ce temps-là, j'ai mon sablier qui tourne. Il arrive ici. Donc sur la stack, il va rentrer dans le console log. Le console log fait sa tambouille. Il ressort du console log. Donc on enlève l'élément de la stack.
Et puis, on est arrivé au bout de la fonction main, c'était la dernière instruction. Donc, on ressort de la fonction main. Vu qu'on ressort de la fonction main, on enlève la fonction main sur la stack. Et à ce moment-là, notre stack est vide. Et dans les langages classiques, quand la stack est vide, ça veut dire que le programme est terminé. Le JavaScript est un petit peu différent. Quand la stack se vide, il va déclencher l'event loop. Et l'event loop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, est-ce qu'il y a un élément sur mon event queue? Et là, il s'avère qu'il y en a un. Tiens, il y a l'événement 13. Et en fait, du coup, l'adresse 13, il va la prendre et il va la mettre sur la stack. Donc là, il dit, il faut exécuter, je rentre dans la fonction à l'adresse 13, qui n'a pas forcément de nom. La preuve d'ailleurs, c'est une fonction anonyme, elle n'a pas de nom. Donc, hop, il y a ce petit truc-là qui tourne, qui prend le 13 ici et qui le met ici. Donc lui, il dégage. Et donc du coup, bah, c'est comme si j'étais rentré dans la fonction à l'adresse 13. Donc mon petit curseur rouge, côté JavaScript, pouf, il saute ici. Et donc là, il va pouvoir exécuter mon console log de world. Donc il rentre dans le 13, il rentre dans le console log, puis il ressort du console log, il a fini le travail. Et dans notre fonction de callback à l'adresse 13, il n'y avait que le console log, il n'y avait rien d'autre. Donc il ressort, hop, aussi, il dépile cet élément. Et la stack est à nouveau vide. Donc ça redéclenche un petit tour de l'event loop. Sauf que cette fois, l'event queue aussi est vide. J'ai plus rien ici et j'ai plus rien ici. Là, ça veut dire que mon programme est définitivement terminé. Et là, le JavaScript s'arrête. Maintenant, si on revient à mon exemple, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 0 ici? Et c'est enfin la vraie explication, l'explication finale de pourquoi, même quand j'ai 0 ici, le world est affiché après le hello et pas avant. Donc si on redépile tout de la même manière, je rentre dans ma fonction main, ici. Du coup, je rentre dans la fonction setTimeout. Hop. Donc là, l'appel est transféré côté C++. Côté C++, il va déclencher un petit timer. Mais en fait, un timer de 0, instantanément, il se termine. Donc en fait, instantanément, il va me mettre sur mon event queue le fait de dire il faudra que tu appelles la fonction à l'adresse 13. Mais on voit bien que c'est mis sur l'event queue, c'est pas mis sur la stack. Pendant ce temps-là, côté JavaScript, donc il a fini l'appel à setTimeout. Il ressort de là. Hop. Il passe à l'instruction suivante, en dessous, console log. Donc il rentre dans log, il fait ce qu'il faut, il ressort de log, et vu que je suis arrivé tout à la fin de la fonction, déjà, du coup, vu qu'il est rentré dans console log, il m'a affiché hello à ce moment-là. Là, il m'a écrit hello. Et ensuite, on est arrivé à la fin de la fonction main. Donc, il ressort de la fonction main. La stack est vide, il n'y a plus rien. Il déclenche un petit coup de l'event loop. Donc il va prendre l'événement ici et le mettre sur la stack. Et donc là, mon curseur d'exécution, il se retrouve ici à l'adresse 13. Et donc là, il rentre dans log. Et donc c'est pour ça que il m'affiche Word après. Même si j'ai mis 0 ici, et donc même si mon compteur s'est terminé instantanément, le résultat, c'est-à-dire le fait d'appeler la fonction de callback, c'est mis sur une file d'attente. C'est mis en file d'attente sur l'event queue.
Du coup, à chaque fois que tu auras un callback sur une fonction, le résultat va partir dans l'event queue. Alors, Qui dit event queue dit callback. pas toujours. Pour toutes les fonctions qui sont des API asynchrones, oui, c'est vrai. Quand tu vas faire un appel Ajax, quand tu vas faire un set timeout, un set intervalle, en Node.js, quand tu vas faire un file read qui n'est pas synchrone, ça va se retrouver sur l'event queue. Je précise bien que c'est uniquement quand tu fais appel à des API. Parce qu'en fait, quand tu fais appel à une API, l'appel, il sort du monde JavaScript pour se retrouver dans le monde C++. Et la seule manière que le monde C++ a de répondre, c'est à travers l'event queue. C'est important de distinguer j'en sais rien, si je fais en JavaScript, je reste dans le monde JavaScript, et je fais une fonction Toto qui prend en paramètre un callback et qui fait juste appel à ce callback. Donc là, je suis purement à 100% dans le monde JavaScript. Et du coup, je fais appel à ma fonction Toto juste après. En lui passant, il faut que je lui passe, bien évidemment, une fonction de callback. C'est bon, tu vois Verlet ou pas? Donc ça, c'est un code 100% JavaScript. Mais du coup, ma fonction Toto, c'est pas une API. C'est une fonction que j'ai écrite en C++, mais il y a bien un callback. C'est bien important que tu comprennes la distinction. Donc du coup, là, mon curseur d'exécution JavaScript, donc il y a la fonction 1, il rentre ici. Donc là, j'arrive à l'appel de Toto. Donc sur ma stack, il va mettre Toto. Il passe à l'intérieur de Toto, et là, je fais appel à callback. Mais je suis toujours purement dans du monde JavaScript. Donc, je ne suis pas du tout passé par l'event queue. En fait, là, du coup, il va mettre callback sur la stack. Et donc, mon petit curseur va se retrouver ici. Ça, c'est la fonction anonyme de callback que je l'ai passée. Et puis là, il n'y a rien à faire. Il ressort de la fonction de callback. Il se retrouve ici. On est à la fin de la fonction Toto. Il ressort de la fonction Toto. Il se retrouve ici à la fin de mon programme. Là, je ne suis pas passé par l'event loop. Parce qu'en fait, je ne suis pas sorti du monde JavaScript. L'event loop, c'est uniquement quand on appelle une API et donc qu'on sort du monde JavaScript pour basculer dans le monde C++. Et donc, c'est tout ce qui va concerner les API dont je vous ai parlé. Donc, il y en avait plein. Mais en gros, un exemple typique, un autre exemple que cette timeout, en Node.js, c'est quand je vais vouloir aller lire un fichier. En Node.js, quand je fais var fs égale require de fs, il sort de V8, du coup, c'est ça? Pardon? Là, il sort de V8. Alors non, ça, là j'ai juste, ensuite c'est après, par exemple je vais faire fs.readFile, le nom de mon fichier, et là je vais lui donner la fonction de callback à appeler quand il aura fini de lire mon fichier. Donc là on est dans le monde JavaScript, hop, là il charge le module file system. On va ignorer le fait que c'est un module natif de Node. On va croire que ça c'est écrit en JavaScript pour la simplicité de l'explication. Et là par contre la méthode readFile, effectivement la méthode readFile c'est une API. Donc là ça va basculer dans le monde C++. Et dans le monde C++, du coup il va commencer à ouvrir le fichier sur le disque dur et à lire son contenu. Mais en fait ça prend du temps. Parce que le disque dur met du temps à répondre, parce que le fichier peut être gros. Et vu que ça prend du temps, c'est ce qu'on appelle une fonction qui est asynchrone. C'est-à-dire que pendant que dans le monde C++, il est en train de lire le fichier, côté JavaScript, il continue à faire sa vie. Côté JavaScript, il va passer l'instruction suivante, puis à l'instruction suivante, puis à l'instruction suivante. Il fait sa vie de son côté. Et dans le monde C++, qui fait lui sa vie de l'autre côté, à un moment, il a fini de lire le fichier. Et quand il a fini de lire le fichier, hop, il va mettre un événement sur l'event queue.
Sauf qu'en fait, sur l'event queue, il y a plein d'événements, mais le monde JavaScript, on ne peut pas le perturber comme ça. Ouais. On ne peut pas lui dire, tiens, il faut impérativement que tu ailles ici. Il faut qu'on attende bien gentiment que la stack soit vide. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire. Ouais. Et quand il n'a plus rien à faire, il peut se permettre de prendre un des trucs sur l'event queue. Ok. Et donc quand on prend un truc sur l'event queue, potentiellement ça va redéclencher plein d'appels de fonctions, ça va rentrer en profondeur, ça va refaire plein de trucs. Et une fois qu'il a fini de traiter cet événement, donc quand on a redépilé toute la stack, qu'on est revenu à zéro, qu'il n'y a plus rien, hop, il va prendre l'événement suivant. Et ainsi de suite. Mais du coup, en JavaScript, quand je vous disais qu'il y a un seul thread, un seul curseur d'exécution à la fois, on le voit ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de parallélisme où il est en train de faire quelque chose dans la suite de votre fichier et à un moment, en même temps, il va rentrer dans le callback. En fait, il n'y a pas ce truc, je suis à la fois dans mon code source et ici et à la fois dans mon callback. Il n'est jamais dans les deux en même temps. C'est une fois qu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire, qu'il n'a plus rien à faire, qu'il va pouvoir se permettre d'aller s'occuper du callback. Ok. Alors, typiquement, comment on peut manipuler ça pour gagner du temps? Et je pense qu'on s'arrêtera là après, sauf si vous avez des questions. Il faut savoir qu'en Node.js, toujours en Node.js, dans l'API file system, donc je remets mon require fs, il existe fs.read file sync. Ça existe. Et pourquoi c'est mal d'utiliser ça dans la majeure partie des cas? Si ça existe, c'est qu'il y a une raison. Parfois, c'est utile. Mais dans 99% des cas, vous n'avez aucune raison de faire ça. Imaginons que je veux lire 3 fichiers différents et que je fais appel 3 fois de suite à fs read file sync. Et une 3e fois en dessous. Comme le nom de la fonction le suggère, c'est une fonction synchrone, c'est pas une fonction asynchrone. Autrement dit, côté JavaScript, j'ai mon curseur d'exécution ici, hop, mon curseur d'exécution arrive ici. Je rentre dans le monde C++, mais en fait c'est un appel bloquant au monde C++. C'est-à-dire que dans le monde C++, il va ouvrir le fichier, le lire sur le disque, il va attendre qu'il ait fini complètement de lire le fichier avant de redonner la main au monde JavaScript. Autrement dit, là, ça se trouve, j'ai perdu, j'en sais rien, 120 millisecondes pour une lecture disque, c'est énorme, mais on va dire j'ai perdu 3 millisecondes. Et du coup, il passe au 2e appel, et là, rebelote, je passe dans le monde C++, et vu que c'est un appel synchrone, il va attendre que le C++ est terminé. Donc j'ouvre le fichier, je lis son contenu, je perds des millisecondes avant de débloquer le monde JavaScript. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, en fait, quand j'utilise la fonction readFileSync, à chaque appel, il va attendre la lecture complète du fichier avant de passer à la suite. Donc si j'ai 3 gros fichiers qui prennent par exemple, le premier fichier il prend 4 millisecondes à lire, puis le 3e il prend 3, puis l'autre, le 3e il est énorme, il prend... Non, on va rester sur le même ordre de grandeur, 5. Là au total, il m'a fallu 12 millisecondes pour lire mes fichiers. A l'inverse, si je n'utilise pas le readFileSync, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours un... Ah merde, sérieux? Non, c'est batterie faible, ça continue. Tu m'as fait peur. Par contre, oui, ça veut dire qu'il faut... Donc, côté JavaScript, je n'ai toujours qu'un seul thread, un seul curseur. Donc, il rentre ici dans le read file. Côté C++,
quelque part, je ne vais pas dessiner de truc précis, mais en gros, voilà. Il va y avoir une flèche qui va lire mon fichier. Mais là, c'est un appel asynchrone, c'est-à-dire que pendant que lui fait sa vie, de l'autre côté, hop, il avance, il fait un deuxième read file. Côté C++, rien n'empêche d'avoir plusieurs threads. Ouais. Donc là, lui, il en est à 20% par exemple, à ce moment-là. Hop, il en démarre un deuxième sur mon deuxième fichier qui va lire le truc. Pendant que ces deux-là font leur vie, côté JavaScript, il avance, il passe au troisième. Et donc, même combat, ça démarre un troisième. Pendant ce temps-là, les autres, ils ont avancé. Lui, il en est à 25%. Lui, il en est à 70%. Donc lui, il démarre, il en est à 0%. Et donc, hop, je suis arrivé à la fin de mon fichier, j'ai plus rien à faire, mais je sais que j'ai des tâches en attente. Et donc, elles vont se dépiler au fur et à mesure. La première va se terminer, puis la deuxième, puis la troisième. Mais le côté important, c'est l'exécution en parallèle. Donc, si je reprends les mêmes valeurs, j'avais dit combien? 4 millisecondes pour le premier fichier, 3 pour le suivant et 5 pour le dernier. J'ai pas attendu que les 4 premières millisecondes soient terminées avant de commencer à lire le suivant. Et j'ai pas attendu que lui non plus ait terminé avant de commencer à lire le troisième. Autrement dit, vu que les trois se font en parallèle, c'est le plus long qui va me ralentir, mais ça va me prendre que 5 millisecondes, c'est-à-dire le fichier le plus long, pour lire les trois trucs. Au lieu de 8 et 4, 12 tout à l'heure. Donc on a multiplié par plus que 2 la vitesse d'exécution. Et là, c'est valable pour les lectures de fichiers, mais dans votre navigateur web, quand vous faites des requêtes XHR, par exemple, de l'Ajax, pareil, vous pouvez paralléliser les requêtes Ajax. Parce qu'autant une lecture sur disque, c'est très rapide, c'est quelques millisecondes. Mais un appel Ajax à un serveur, ça peut être lent. Ça peut prendre 500 ms, ça peut prendre 1 seconde, ça peut prendre 2 secondes. Donc il vaut largement mieux les lancer en parallèle. Et donc bien maîtriser l'event loop, l'asynchrone, tous ces trucs-là, plutôt que de lancer le premier, attendre qu'il se termine, lancer le suivant, attendre qu'il se termine, et ainsi de suite. Et du coup, là, dans ce cas-là, par exemple, le plus rapide serait ajouter à l'event loop en premier? Peu importe. Exactement. Ok. C'est-à-dire que le premier à arriver à 100%, hop, il est mis sur l'event loop, et puis le second à arriver, hop, il est mis sur l'event loop. Par exemple, le troisième là, serait plus rapide à faire. Ouais, par exemple. Le premier en event loop. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le premier à arriver à 100%, et donc il mettrait sa fonction de callback sur dans l'event queue. Donc en fait, tu peux pas prévoir dans quelle ordre va ressortir les informations. Absolument pas. Ok. Du tout. Et du coup, justement, si tu veux un ordre précis dans ce que tu attends comme résultat, là, dans ce cas-là, tu peux pas Tu utiliser. es obligé de basculer en synchrone. Si tu veux maîtriser l'ordre, tu es obligé de basculer en synchrone. En général, tu as besoin de maîtriser l'ordre quand le suivant dépend du précédent. Ouais, ok. Si le numéro 2 a besoin du résultat du numéro 1, là tu vas obligé de faire le numéro 1 en bloquant, d'obtenir le résultat pour ensuite faire ce dont tu as besoin dans le numéro 2. Ok. Mais il faut savoir jongler, en fait il faut le maîtriser, savoir jongler correctement entre ce qui est interdépendant et pas pour optimiser. Il y a des différences de vitesse énormes entre si on fait du synchrone ou de l'asynchrone. Et c'est pour ça que je disais, dans 99% des cas, le read file sync, synchrone, vous n'avez pas de raison de l'utiliser. D'autres questions? Vraiment, mais du coup, en fait, on peut utiliser le contenu du fichier lu que dans le callback, en fait. Oui. Alors, pas que dans le callback, mais en tout cas, il faut attendre le callback pour obtenir le contenu. Après, le contenu, tu peux le stocker dans une globale. Par exemple, imaginons c'est moche, rien ne t'empêche de le stocker dans une globale. Et d'ailleurs, le truc le plus important de toutes ces explications, parce qu'à la base, on fait du web, du machin, du truc. Si j'efface tout ça et que je prends l'API la plus basique, celle qu'on utilise au quotidien, le DOM. Dans le DOM, le lien avec le monde HTML, je parlais de create element, de query selector, mais il y a un truc beaucoup plus simple qu'on utilise en permanence. Tous les callbacks de type onClick, on mouse over, ce qu'on utilise en permanence en fait.
etc. Dans l'API DOM, en fait, c'est le code source de Chrome qui sait ce qui se passe au niveau de la page web. C'est le monde C++ qui sait quand l'utilisateur a cliqué. Et en fait, quand on clique sur une div, si on a mis un callback de onClick sur cette div-là, le monde C++ va me mettre un truc sur l'event queue en me disant tiens, il faut appeler tel callback parce que l'utilisateur a cliqué. Et donc du coup, en fait, dans l'event queue, il peut y avoir énormément de trucs. Quand on a, il faut faire gaffe, quand on a un callback sur le on mouse move, par exemple, ça surveille le déplacement du curseur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vos curseurs bougent de 1 pixel, ça va mettre un truc sur l'event queue. Donc ça peut vite la charger énormément. En fait, si le mec se balade en permanence, alors vous serez surpris, hein, en fonction du code source qu'il y a derrière, ça l'absorbe. Hein. On peut mettre 3 à 4 callbacks sur le mouse move et ça gère. En fait, ce qui est très important quand on fait ce genre de truc très lourd, ça va mettre un callback sur l'event queue. Il est impératif que ce callback s'exécute le plus rapidement possible. Si votre callback fait un travail de cochon et qu'il est extrêmement lent, vous allez mettre votre navigateur sur les genoux. Mais voilà, le truc le plus basique, ce qu'on utilise le plus simple, le onClick, le tout premier truc qu'on utilise, et ben quand l'utilisateur clique, en fait, le callback associé est mis sur l'event queue. Voilà, c'est le dernier truc que j'avais à dire. Ok. C'est tout bon? Ouais, oui.